Depuis les images du Ship 40 qui flotte dans l'océan Indien, eh bien, les commentaires explosent. Les traînées blanches sur le bouclier thermique, les tuiles abîmées, les experts qui sortent les grands mots. Cul-de-sac, c'est impossible. C'est la fin du Starship. Ça va jamais être réutilisable. On a entendu ça dans le passé, venant d'ingénieurs, attention, qui disaient que la mission Artemis 2 ne fonctionnerait pas. Le retour, vous vous souvenez? Alors on va prendre le temps de comprendre exactement ce qui s'est passé et pourquoi ces traces blanches apparaissent. Ce que ça veut vraiment dire pour les tuiles et pourquoi SpaceX continue d'avancer malgré tout ça. Parce que non, c'est loin d'être la fin, c'est juste le commencement et le prochain défi à résoudre. Et ils vont le surmonter, je dirais pas facilement, mais je suis persuadé que c'est juste une question de temps. Nous allons par la suite voir comment un étage de la fusée Falcon 9 s'écrasera sur la Lune au début du mois d'août. Je vais vous faire découvrir les premières données du satellite NISAR qui révèlent des mouvements surprenants en Antarctique et la Chine, oui la Chine, qui vient d'atteindre son premier astéroïde après plus d'1 milliard de kilomètres parcourus et terminer avec les Sprites, ces étranges éclairs rouges qui illuminent le ciel à 80 km d'altitude. Et je prends le temps cette semaine pour vous remercier. Oui, merci pour tout. Vous, les passionnés, ceux qui sont là à chaque vidéo, ceux qui m'écrivent, ceux à qui je réponds un par un personnellement. Ici, il n'y a pas d'abonnés, ça n'existe pas. C'est une communauté. Moi, je suis juste le pilote, 30 ans dans le ciel, parti de rien. Avec des gens qui me disaient que j'y arriverais pas. Et chaque « tu seras pas capable » m'a donné encore plus de feu. Et si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous avez découvert un gars qui vous ressemble, en gros, un gars qui a le droit de rêver. Je suis pas ici pour vendre, pour briller ou acheter des vues. Je suis d'ailleurs sur aucun réseau. Alors si t'as le feu pour SpaceX, pour la NASA, pour ceux qui veulent comprendre qui on est dans ce cosmos, alors bienvenue dans l'aventure Blue Dot Future, ici en Amérique. On a le droit de rêver. Let's go. Autopilot activated. Houston, we have a problem. Après le 13e vol du Starship Super Heavy, qui était, magique. Bon, il y en a qui trouvent que c'est normal parce qu'ils connaissent pas le spatial ou qui commencent à suivre SpaceX, mais quand on est là depuis le début, je peux vous dire qu'on comprend ce qui est en train de se produire. Et d'ailleurs, une compagnie rapide, efficace, SpaceX, vous voyez, on a déjà le badge de la mission numéro 13 qui est rentrée, ça fait quelques jours seulement. C'est une équipe incroyable. Vraiment, là, bravo SpaceX. Mais cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de tuiles, du bouclier thermique, du Starship. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo, je vous le garantis. Les tuiles du Starship, c'est l'un des plus gros défis techniques de SpaceX. Imaginez un vaisseau de 50 mètres qui rentre dans l'atmosphère à plus de 25 000 km/h. Ça, c'est juste le début parce que ça va monter en vitesse. La température dépasse 1400 degrés Celsius. Et l'acier du Starship s'étend parce que il y a des tuiles pour nous protéger, mais on a de l'acier inoxydable en dessous et ça prend de l'expansion. Oui. Les tuiles s'étendent aussi et pourtant elles doivent rester parfaitement en place. Et sur le bouclier thermique de la navette spatiale, il y avait, attention, 24 300 tuiles et chaque tuile était pratiquement différente et très épaisse, beaucoup plus épaisse que ce qu'on a actuellement sur le Starship. En général, c'était carré ou rectangle. Et elles étaient, très fragiles, et c'était des mois de travail entre chaque mission. Et du côté SpaceX, ils ont choisi une autre voie, des tuiles hexagonales. Pourquoi pas carré? Pourquoi hexagonale? C'est parce que la forme la plus efficace pour couvrir une surface courbe, comme le dessous du Starship, c'était hexagonale, et elle permet de minimiser les espaces, de garder un petit jeu entre chaque tuile. Et là, les gens disent, voyons donc, ils l'ont fait avec la navette spatiale. Attention, ils l'ont fait, mais ils n'ont pas réussi une réutilisation extrêmement rapide. Et en plus de ça, vous voyez la surface du Starship versus la navette spatiale. C'est différence.
Donc oui, les tuiles du Starship minimisent les espaces et gardent un petit jeu pour l'expansion avec le réchauffement. Et ça répartit mieux les forces. Et elle est beaucoup plus simple à produire en grande quantité. On parlait de 24 300 petites tuiles carrées ou rectangles, mais souvent plus carrées, de 15 cm par 15 cm pour la navette spatiale. Mais du côté du Starship, on parle de 18 000 tuiles, moins épaisses, mais plus grandes que celle utilisée sur la navette spatiale. Et chacune mesure environ 24 cm de large et seulement 3,3 cm d'épaisseur. Donc moins épaisse du côté du Starship que, à l'époque, la navette spatiale. Puis la navette spatiale, ça pouvait être quasiment 12 cm d'épaisseur même. Donc Starship, c'est plus uniforme. On veut garder une certaine logique, quelque chose de facile à faire, à concevoir. Et de quoi sont-elles faites, ces tuiles? D'une céramque de silice fibreuse ultra légère. C'est presque du styromousse, mais capable de résister à des températures extrêmes. Et par-dessus, une couche noire de verre borosilicaté qui rejette la chaleur vers l'extérieur. Bon, des tuiles, c'est assez simple à concevoir, mais la question, et le plus difficile, c'est comment faire tenir ces tuiles sur la bedaine du Starship. Du côté de la navette spatiale, c'était majoritairement un mélange de colle et de résine, mais du côté du Starship, c'est plutôt fixé par des petites pins métalliques. C'est qu'il y a 3 tiges qui traversent la tuile et s'ancrent directement dans l'acier du Starship. Et ça laisse un peu de mouvement, ce qui est essentiel. Et sur certaines zones plus complexes, ils utilisent aussi de la colle. Nous parlons beaucoup des tuiles, mais entre la tuile et le vaisseau en acier inoxydable, il y a plusieurs couches qui évoluent constamment. Donc, reprenons depuis le début. Alors tout d'abord, nous avons la tuile céramique hexagonale que vous connaissez déjà. Ça, c'est la couche principale qui affronte directement le plasma. Environ 18 000 tuiles, comme on parlait, qui résistent à des températures extrêmes. On parle de 1400 degrés Celsius. Ensuite, nous avons en deuxième un crunch wrap, comme sur la vidéo, un feutre spécial qui enveloppe les côtés de chaque tuile. Son rôle, c'est de sceller les joints pour empêcher le plasma de s'infiltrer entre les tuiles. Puis ça, c'est la grande innovation récente de SpaceX. La troisième couche derrière la tuile, c'est le cowl. Et c'est une fibre céramique isolante qui est légère et poreuse. Elle ralentit le transfert de chaleur vers l'intérieur. En quatrième, juste là, c'est le piron ablative. C'est une couche de secours en réalité. S'il y a de la chaleur qui passe quand même, elle s'érode et protège la structure. Et c'est elle qui laisse les fameuses traces blanches que nous voyons sur les images. Bon, ça nous aide à comprendre. Et ensuite, c'est la structure en acier inoxydable qui fait partie de la résistance parce que, n'oublions pas que la coque du vaisseau est en acier inoxydable et ça tolère beaucoup mieux la chaleur que l'aluminium de la navette comme on parlait. Et ça peut être jusqu'à 800 degrés Celsius localement. C'est beaucoup plus tolérant que la navette spatiale, mais vraiment plus. Donc, les grands points à retenir, le vrai problème n'est plus tellement la perte de tuiles, mais les joints entre elles. Le plasma s'y infiltre et atteint les couches inférieures. C'est pour ça qu'on voyait des traînées blanches, le fameux piron qui s'ablatait. Et SpaceX a répondu avec le Crunch Wrap pour mieux étanchéifier les tuiles, les joints entre les tuiles, comme des joints de céramique, là. On met quelque chose pour pas que la chaleur s'infiltre. Donc, contrairement à la navette qui collait des tuiles sur un feutre qui était appelé Nomex, le Starship utilise un système mécanique, des attaches, plus des couches multiples, pensées pour une réutilisation plus rapide. L'objectif final reste le même, passer d'une armature en milliers de pièces à quelque chose de beaucoup plus robuste et rapide à remettre en service. Alors la tuile, oui, mais attention, beaucoup d'autres choses avant de toucher à l'acier inoxydable. Et SpaceX, en constante innovation. Et entre chaque tuile, il laisse volontairement un petit espace. Vous l'avez sûrement remarqué, il se promène avec une baguette aux bonnes dimensions côté épaisseur et s'assure que la dimension est respectée. C'est que pendant la rentrée, tout grossit. L'acier s'étire, les tuiles s'étirent, et sans ce petit gap, elle pousserait et se fissurerait. Et ça, c'est pour la rentrée, mais là, le problème, c'est qu'à chaque décollage, il y a des tuiles qui tombent. C'est qu'au décollage, c'est une violence mécanique extrême. 33 moteurs, des vibrations monstrueuses, des ondes de choc. Et parfois, une pine mal engagée, ça lâche. Et parfois, un choc de glace ou de débris. Et pour installer ces tuiles, derrière, nous avons 3 trous avec des pins qui sont installés sur le Starship. Ces pins-là, ça ressemble beaucoup à quand vous avez percé trop gros un trou dans votre mur, vous mettez le guide et puis,
quand le guide est rentré en arrière du mur, il ne pourra plus ressortir. Donc, c'est très capricieux, ces tuiles-là. Mais le problème, c'est de les enlever. Tu ne peux pas les enlever facilement. Il faut que tu perces, il faut que tu les casses. Donc, on veut absolument laisser quand même une petite marge pour que les tuiles puissent bouger. Et ce petit jeu permet à la tuile de se déplacer légèrement lorsque la coque en acier se dilate avec la chaleur ou quand elle se contracte avec le froid, surtout pendant le remplissage cryogénique. SpaceX a déjà fait d'énormes progrès. Les tuiles tiennent beaucoup mieux qu'au début. On veut trouver une solution que, on va se le dire, la NASA a abandonnée il y a 30 ans déjà. Donc, il n'y a pas eu de développement. On est là avec SpaceX. Mais pour que le Starship devienne vraiment réutilisable en 24 heures, il va falloir encore innover. Donc attention à tout ce que vous entendez parce que ça ne met pas en péril le projet Starship Super Heavy du tout. Ça va fonctionner puis ça va très très bien. D'ailleurs, ils vont le ramener là, le prochain vol. Probablement, on attend des nouvelles, mais le vol 14, ça devrait être une récupération du Starship par la tour Mécadilla. Puis peut-être pas le booster parce qu'il y a eu quand même des petits problèmes de moteur. On veut s'assurer que tout fonctionne avant de le récupérer, mais quand même. Le problème est connu. Et ils travaillent sur des solutions, mais pourquoi pas pour l'instant créer plusieurs Starships, puis pendant qu'il y en a qui sont révisés, on prend l'autre d'après. Aucun problème de ce côté-là. Bon, maintenant, quelles seraient les solutions si on veut trouver une manière de rendre ça plus rapidement réutilisable? C'est ça la question. Oui, on est mieux de travailler sur des solutions que de lancer la serviette puis de dire « Ah, ça c'est impossible » parce que c'est possible, ça fonctionne et c'est une question de réutilisabilité. Donc, SpaceX pourrait renforcer les pins ou passer à un système de fixation encore plus intelligent qui s'adapte à l'expansion. Il pourrait également améliorer la résistance de la couche noire pour qu'elle s'use moins. Certains imaginent même des tuiles avec une couche d'ablatif légère qui se consomment volontairement pour protéger le cœur de la tuile. Et pourquoi pas des tuiles plus grandes, des énormes panneaux qu'on mettrait aux dimensions du Starship, aux formes du Starship? Est-ce que ça serait possible? Moins de tuiles, moins de joints, moins de points de fixation. Ouais, ça pourrait accélérer l'assemblage et l'inspection. Mais attention, parce que plus une tuile est grande, plus elle subit des contraintes. Elle devient plus fragile au choc, plus difficile à fabriquer sans défaut. Puis si elle casse, on perd une plus grande surface d'un coup. Et sur une surface courbe comme le Starship, les grandes tuiles s'adaptent aussi moins bien. C'est sûr que c'est moins grave que dans le temps de la navette spatiale, parce que quand on avait un trou, on parlait d'un vaisseau qui était conçu en aluminium. Là, quand on a un trou du côté du Starship, en arrière de ça, c'est de l'acier inoxydable qui résiste beaucoup mieux à la température. D'autres solutions, ce serait peut-être de nouveaux matériaux céramiques encore plus durs, ou un système de remplacement robotisé ultra rapide. SpaceX, je pense qu'ils n'auront pas de misère avec ça, parce que la réutilisation rapide, c'est pas juste coller des tuiles. C'est réussir à faire en sorte qu'après une rentrée infernale, le vaisseau soit prêt à repartir le lendemain. En gros, SpaceX est en train de résoudre un problème que la navette n'a jamais résolu. Ils avancent et ils apprennent, et un jour, ces hexagones noirs tiendront parfaitement vol après vol. Alors, mes amis, comme vous pouvez voir, c'est loin d'être désastreux, mais on pourrait quand même dire que le futur du vol spatial réutilisable se joue ici, sur ces petites tuiles noires. Bon, on va serrer notre fameux Starship. Il est énorme, ainsi que son booster, pour parler de la fameuse fusée Falcon 9. Parce que la fusée Falcon 9, on n'en parle plus beaucoup ces temps-ci parce que c'est une fusée qui va très bien. Mais quand même, il va se passer quelque chose d'intéressant. Oui, parce qu'un étage supérieur d'une Falcon 9 va percuter la Lune le 5 août. Et pour ceux qui ne connaissent pas la fameuse fusée Falcon 9, je vous fais la présentation. Elle a 9 moteurs Falcon 9, Falcon 9 pour 9 moteurs Merlin. C'est pas des Raptors comme le Starship Super Heavy, mais des Merlins sont extrêmement fiables. Et le booster, la partie qui revient ici, peut atterrir soit sur des drones en mer ou bien sur la terre ferme. Et quand on parle de terre ferme, c'est à Cap Canaveral en Floride. Vous pouvez y assister si vous n'êtes pas loin, ou à Vandenberg en Californie.
Et du côté de la mer, eh bien, SpaceX utilise présentement deux barges principales. Il y a Shortfall of Gravitas dans l'océan Atlantique et Of Course, I Still Love You, ça c'est ma préférée, dans le Pacifique. Et la troisième barge, qui était Just Read the Instruction, elle a été retirée en 2026 et réaménagée pour transporter les Starship Super Heavy. Et aujourd'hui, eh bien, la Falcon 9 a déjà effectué 667 lancements orbitaux et a récupéré son booster avec succès 639 fois. Et le record de réutilisation appartient au booster B1067 qui en a à lui seul 36 vols et 36 atterrissages. Et ça, c'est un record absolu pour un booster orbital. Et là, je vous expliquais la Falcon 9 parce qu'on va parler de la Lune, mais il y a également la Falcon Heavy qui est juste ici. Vous avez sûrement remarqué que c'est 3 boosters de Falcon 9, donc 3 fois 9 moteurs, 27 moteurs Merlin. Et elle a réussi 12 lancements et elle a récupéré à chaque fois les 2 boosters latéraux, mais pas le central. Alors revenons à notre fameux impact qu'il y aura sur la Lune. Donc, ce n'est pas le booster réutilisable, mais l'étage supérieur. Il a été lancé le 15 janvier 2025 pour emmener 2 atterrisseurs lunaires, le Blue Ghost de Firefly et le Akuto Air de la société japonaise iSpace. Et une fois sa mission terminée, bien cet étage de 13,8 mètres de long et 4 tonnes a été laissé en orbite autour de la Terre au lieu d'être dirigé vers une rentrée atmosphérique contrôlée comme habituellement. Et depuis, bien, sa trajectoire a lentement évolué sous l'effet des perturbations gravitationnelles de la Terre et de la Lune. Et c'est le 5 août 2026 à 6h44 UTC, et c'est précis quand même qu'il va percuter la surface lunaire à 2,43 km par seconde. Et ça, c'est environ quand même 7 fois la vitesse du son, puis c'est du côté de la face cachée de la Lune, le cratère Einstein. Donc, comment qu'on va l'apercevoir? Attention! L'impact créera un petit cratère d'environ 17 mètres de diamètre et un petit nuage de poussière. Et comme on dit, le site se trouve très proche du bord de la face cachée et visible. Donc, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va être capable de l'apercevoir? Peut-être le flash? Ouais, le flash sera probablement trop faible pour être vu par la plupart des télescopes amateurs, même si la Lune sera bien placée au-dessus de l'horizon pour l'est de l'Amérique du Nord et du Sud. Mais ce n'est pas la première fois qu'un étage supérieur frappe la Lune parce que pendant les missions Apollo, les étages S4B des fusées Saturne V ont été intentionnellement dirigés vers la Lune pour créer des impacts sismiques connus. Et ces impacts ont servi à calibrer les sismomètres qui avaient été laissés sur la Lune pendant les missions Apollo. Mais ce qui est nouveau ici, c'est qu'il s'agit d'un déchet spatial non planifié qui va percuter la Lune par hasard. Et ça, c'est quand même plus de 50 ans après les missions Apollo. Le satellite NISA, qu'on a un peu moins parlé, révèle des mouvements en Antarctique. Puis des mouvements, on peut se le dire, assez impressionnants. Le satellite NISA, c'est le fruit d'une collaboration entre la NASA et l'ISRO indien, et qui a été lancé le 30 juillet 2025 depuis l'Inde à bord d'une fusée indienne, bien sûr, la GSLV Mark II. Et il a été placé en orbite polaire à 747 km d'altitude. Et c'est le 21 juillet 2026 que la NASA a publié ses premières données. Et ces images radars ont permis de détecter des mouvements en Antarctique, mais qui n'étaient pas visibles avec les autres satellites, donc c'est une première. Les scientifiques ont notamment observé des déplacements du sol après les séismes au Venezuela du 24 juin. Et le NISA, c'est le premier satellite à combiner 2 fréquences radar différentes, ce qui lui permet de voir à travers les nuages et la végétation jour et nuit. Et c'est le début d'un enregistrement continu des changements de surface de la Terre qui va durer plusieurs années. Et je vous explique la photo parce que ça vaut la peine d'en parler. Ce que vous voyez, c'est pas une photo classique, c'est une image radar prise par le satellite NISA. Et contrairement à un appareil photo, le radar envoie des ondes micro-ondes qui revient. C'est ça la différence. En gros, il voit à travers les nuages, à travers la nuit polaire et même un peu à travers la neige. Et au centre de l'image, on peut apercevoir un nunatak. Et un nunatak, c'est simplement le sommet d'une montagne qui perce à travers la glace. Et ici, c'est le nunatak. Oui, il se situe en Antarctique de l'Est. Et autour de ce sommet, la glace ne reste pas immobile. Elle s'écoule lentement vers l'océan comme une rivière extrêmement lente et gigantesque. Et quand ce courant de glace rencontre l'obstacle, la montagne, il est forcé de se fendre, de se tordre et de se casser. Et ces cassures s'appellent des crevasses. Et c'est là que les couleurs deviennent fascinantes. Tout d'abord, le magenta ou le rose-violet, ça représente les zones de glace relativement lisses. Les zones radar reviennent presque intactes comme un miroir. Et le vert, c'est les zones où la glace est fracturée, irrégulière, pleine
pleine de crevasses et les ondes se dispersent dans tous les sens. Et c'est ce que les scientifiques appellent de la diffusion de volume. Et les résultats, c'est que la glace qui s'écoule autour de la montagne forme un motif qui ressemble étrangement à un colibri en vol. Deux surnoms donnés par les scientifiques de Nizar, Hummingbird. C'est pas juste joli, cette image nous montre en direct comment la glace se déforme, où elle se fissure et comment elle contourne les obstacles. C'est exactement le genre d'information dont on a besoin pour comprendre la vitesse d'écoulement des glaciers et, à plus long terme, leur contribution à la montée des océans. Et Nizar est capable de faire ce genre d'informations tous les 12 jours quand même. Et avec le temps, on va pouvoir suivre l'évolution de ces mouvements de glace presque en direct. Et vous devez vous demander, du côté du réchauffement climatique, est-ce que ça a un lien? Pas avec cette image, mais quand même. Il accélère cependant certains de ces mouvements, surtout dans l'ouest de l'Antarctique. Là-bas, l'eau de l'océan plus chaude vient fondre la glace par en dessous, ce qui fait glisser plus rapidement des glaciers. Et en Antarctique de l'Est, où se trouve cette image, la situation reste quand même assez stable pour le moment. Cette image de Nizar nous montre avant tout la mécanique naturelle de l'écoulement de la glace. Le réchauffement climatique, comme on disait, c'est pas la cause directe de ce que l'on observe ici, mais il accélère quand même déjà certains glaciers ailleurs sur le continent. Et grâce à ce type de radar, nous pourrons maintenant suivre ces mouvements avec une précision jamais atteinte et mieux comprendre comment la glace de l'Antarctique évolue réellement. Parlons maintenant de la Chine qui a réussi à rattraper son premier astéroïde. La sonde chinoise Tianwen-2 a atteint l'astéroïde. Comment elle va? C'est plus facile à comprendre. Merci. Oui, et c'était le 4 juillet 2026, ça fait seulement quelques semaines, après un voyage de plus d'1 milliard de kilomètres en 400 jours. Et cet astéroïde de seulement 20 mètres de large suit la Terre en orbite quasi-satellite. La sonde a pris ses premières images de près à 20 km de distance et a commencé ses opérations scientifiques. Et c'est donc la première fois que la Chine atteint un astéroïde. Tianwen-2 doit prélever des échantillons et les ramener sur Terre en 2027. Et ça, je peux vous dire que c'est un exploit technique majeur qui place la Chine parmi les grandes puissances spatiales. Alors un clin d'œil à la Chine qui continue d'avancer dans le spatial. Connaissez-vous les sprites? Oui, ces phénomènes, ces farfadets qui dansent dans la haute atmosphère juste au-dessus des orages. Oui, au-dessus des plus violents orages, bien plus haut que les éclairs que nous voyons, se déroule un spectacle presque irréel. Des silhouettes rouges, parfois en forme de méduses, de carottes ou de colonnes, s'illuminent pendant une fraction de seconde dans la mésosphère. Et nous les appelons sprites ou farfadets en français. Et ces phénomènes lumineux transitoires font partie des plus beaux et des plus mystérieux spectacles de notre atmosphère. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un sprite? Un sprite, c'est une décharge électrique géante qui se produit entre 40 et 90 km d'altitude, bien au-dessus des sommets des cumulonimbus ou les nuages d'orage, qui atteignent rarement plus de 15 à 18 km. Et contrairement à la foudre classique qui frappe vers le sol, les sprites se développent vers le haut et vers le bas à partir de la haute atmosphère. Ils durent seulement quelques millisecondes, généralement 3 à 10 millisecondes, et leur luminosité est comparable à celle d'un aurore boréale, modérée même. Et c'est pourquoi ils passent souvent inaperçus à l'œil nu. Leur couleur dominante, c'est le rouge orangé dû à l'excitation des molécules d'azote présentes dans la mésosphère. Et les parties inférieures plus denses peuvent tirer vers le bleu ou le violet. Mais comment se forment-ils? Le déclencheur, c'est presque toujours un éclair positif très puissant entre le nuage et le sol. Ce type d'éclair, qui est beaucoup plus rare et plus énergétique que les éclairs négatifs, laisse tout simplement le sommet du nuage avec un fort excès de charge négative. Et ça crée un champ électrique intense qui se propage vers le haut jusqu'à la mésosphère et l'ionosphère inférieure. Et l'air raréfié, soumis à cette tension extrême, claque et des filaments de plasma appelés streamers se forment et se propagent à des vitesses pouvant atteindre 10 de la vitesse de la lumière. Le résultat, un flash rouge spectaculaire. Et les sprites ne se ressemblent jamais vraiment. Les scientifiques distinguent principalement les sprites en colonnes, les sea sprites, qui sont simples et verticaux, les sprites en carottes, avec des vrilles qui pendent vers le bas, les sprites en méduses ou jellyfish, les plus spectaculaires avec une tête diffuse et de longs tentacules, ou bien les grappes de plusieurs dizaines de sprites qui peuvent s'étendre sur plus de 50 km de large.
Et du côté des pilotes, ben, une découverte qui est relativement récente. Oui, les pilotes et des observateurs rapportaient déjà depuis les années 1950 des fameux éclairs rouges au-dessus des orages. Mais la première image scientifique a été capturée par hasard en 1989 par une équipe de l'Université du Minnesota. Et depuis, bien, les observations se sont multipliées grâce aux chasseurs d'orages, aux caméras ultra rapides et surtout à la Station spatiale internationale. Ben, c'est que les astronautes de l'ISS ont une vue privilégiée. Depuis 400 km d'altitude, ben, ils survolent régulièrement des zones orageuses et photographient ces phénomènes par le dessus ou de côté. Et au-delà de leur beauté, bien, les sprites intéressent fortement les scientifiques parce qu'ils jouent un rôle dans le circuit électrique global de la Terre. Ils influencent la chimie de la haute atmosphère et peuvent même être liés à des interactions avec les rayons cosmiques. Et des expériences en laboratoire commencent à reproduire ces décharges pour mieux comprendre les mécanismes de streamers à haute altitude. Et pour les pilotes, ces phénomènes restent quand même rares, mais très intéressants, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi. Beaucoup en ont aperçu sans forcément savoir ce qu'ils regardaient. Les sprites nous rappellent que l'atmosphère terrestre est encore pleine de mystères. Entre le sol et l'espace, à la frontière de l'ionosphère, se jouent des spectacles électriques d'une beauté saisissante, mais qui ne durent que l'instant d'un clin d'œil. Et ça complète votre actualité spatiale. Et j'espère que vous avez apprécié. Merci à tous de faire partie de l'aventure Bouddha du futur. Un gros merci pour tous les commentaires que vous me faites. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je termine en disant, comme disait notre cher ami Confucius, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Hey, n'oubliez pas d'alimenter vos passions et de rêver. Le futur n'est jamais écrit d'avance pour personne. Vous avez toujours le pouvoir de le changer. Je vous souhaite une magnifique semaine. Profitez des étoiles filantes. Ça va être fantastique. Et prenez soin de vous. Adios, amigos. Autopilot activated.